Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge ? Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leur expérience, leur histoire. Pour ce nouvel épisode de Tout seul, nous partons en direction de Lyon à la rencontre d'Yves Ecker. En 2013, le jeune animateur de radio décide de faire le grand saut entre info locale et street food du terroir. Il crée alors Les Burgers de Papa, un restaurant de hamburgers. Le succès est tel que l'entrepreneur autodidacte se lance en franchise et ouvre une trentaine d'adresses. Dans la foulée, Yves est repéré par la production du programme de M6, Patron Incognito. Entre deux rendez-vous, il se confie sur son parcours fulgurant et les difficultés du métier. J'ai grandi au fin fond d'un petit village du Bas-Rhin, en Alsace. Ma famille est alsacienne, je suis alsacien. Je revendique d'ailleurs ces racines puisque c'est la région où j'ai vécu jusqu'à mes 27 ans avant de la quitter et de venir à Lyon. J'ai grandi dans un milieu familial très modeste puisque ma mère était ASH, agent de service hospitalier. Mon père dans la fonction publique. À la Poste, il travaillait au centre de tri de Schiltigheim à côté de Strasbourg et j'ai grandi dans un univers très rouge. Mon père revendique toujours et encore son côté communiste, toujours adhérent de la CGT malgré la retraite, à la CGT retraite maintenant. Et c'est dans cet univers qu'on a grandi, assez loin de Strasbourg finalement, à la campagne, dans un petit village de 500 habitants. Où j'ai des souvenirs très forts, mais aussi beaucoup de souvenirs un peu agaçants quand j'y repense, parce que j'ai trouvé mon enfance très longue et sérieusement ennuyeuse. À partir de mes 10 ans, j'avais hâte d'en avoir 18. On rêvait tous d'avoir à 14 ans une mobilette, à 18 le permis de conduire et pouvoir sortir et s'ouvrir au monde. Et de mes 10 à mes 18 ans, le temps a vraiment été très très long, quoi. Ouais. Alors je saute l'étape des études parce que c'est une étape assez courte dans ma vie. On a dans la famille un petit peu le gène du glandeur à l'école. On avait toujours un peu des facilités, moi, ma sœur et mon frère, mais on poussait pas le truc très très loin, quoi. Donc on est tous allés jusqu'au bac STT, sciences et technologies tertiaires, avec l'option compta-gestion donc que j'ai eu en 2000. Alors je m'étais quand même inscrit à la fac pour faire une fac d'anglais et donc j'ai lamentablement raté mes 2 premières années de doc d'anglais à l'époque. J'ai été musicien pendant quelques années. J'ai eu un groupe avec lequel on a tourné un peu aux 4 coins de l'Europe et ensuite j'ai vécu de ma deuxième passion qui me faisait rêver depuis tout petit, c'était de devenir animateur radio. Quand j'étais petit, j'étais un grand insomniaque et pour pallier à ça, mes parents un jour m'ont acheté une radio, donc tous les soirs, alors que tout le monde dormait dans la maison, moi j'écoutais la radio jusqu'à pas d'heure. Tout ça m'a donné envie de devenir animateur radio, j'en ai rêvé et à mes 18 ans, j'ai commencé avec ce qu'on appelait à l'époque des emplois jeunes, donc dans une radio associative et je me suis fait la main comme ça, au fur et à mesure des années passées, j'ai changé régulièrement d'employeur, j'ai fait je crois 7 radios différentes en 12 ans. Quand j'étais à France Bleu, j'avais un éventail de compétences qui était vachement plus large. J'animais les soirées sportives, les matchs de foot, on faisait des émissions délocalisées sur le festival du chocolat par exemple, à être avec des professionnels pendant 1 heure à parler chocolat, ce genre de choses. Enfin, on touchait vraiment à tout. Et après ma dernière expérience en Alsace, où je travaillais pour France Bleu, je me suis retrouvé sans travail du jour au lendemain, étant donné que je remplaçais quelqu'un sur un poste et que cette personne est revenue le pourvoir. Donc à ce moment-là, je sortais d'une rupture amoureuse qui s'était mal passée. Avec le groupe, on venait de splitter, comme on dit dans le jargon. Donc j'avais plus rien à perdre et j'avais tout à gagner à changer d'air. Et j'ai postulé à Lyon et c'est comme ça que je suis arrivé en 2008 sur Radio Scoop à Lyon, où j'ai encore travaillé pendant quelques années avant de changer de voie.
C'était un métier tout simplement qui me plaisait, que je trouvais facile. Le micro, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, quoi. Quand j'étais guitariste dans un groupe, j'étais aussi chanteur, donc le micro m'a jamais vraiment quitté. J'ai des photos de moi tout gamin où avec des rouleaux de PQ, je faisais des micros, quoi. J'ai toujours été fasciné par ce truc. Depuis 20 ans, germe dans ma tête un projet d'ouvrir un jour un restaurant. Et pas n'importe lequel, un restaurant de burgers, puisque les quelques mois que j'ai passés sur les bancs de la fac, il y avait à Strasbourg une petite boutique qui s'appelait Made in France, petit corner de 30 mètres carrés qui faisait que de la vente à emporter et où j'allais manger quasiment tous les midis lorsque j'étais à la fac, qui proposait ce qu'ils appelaient à l'époque des burgers à la française. En l'occurrence, ils prenaient une demi-baguette, ils cuisaient la viande devant vous, et ils agrémentaient ça de fromages qu'on ne retrouve pas dans des burgers traditionnels, du brie, de l'édame, du gouda, des légumes coupés sur place tous les jours et des sauces maison. Et ce truc faisait un tabac et je me suis toujours dit, mais ils appellent ça burger à la française alors qu'ils font ça dans de la baguette. Ce produit est exceptionnel, c'est vraiment très très bon, mais il faudrait emmener ça plus loin. Et à l'époque, en France, quand je me suis lancé moi dans le burger en 2013, pour manger des burgers, il n'y avait guère que les gros McDo, Quick, et ça s'arrêtait là. Dans un pays où on sait faire de la bonne viande, du bon pain et des bons fromages, c'est dommage de ne pas agglomérer ça pour essayer de rendre ce produit un petit peu plus noble. Donc cette idée, je l'ai eue déjà en 2000. Elle a germé, j'en parlais beaucoup autour de moi. Moi qui aime beaucoup faire à manger, je faisais souvent des soirées burgers à la maison avec des recettes un peu originales où j'allais mettre de la betterave, des sauces au miel, etc. Et en 2013, je découvre que ce que j'ai moi au fond de ma tête depuis bien longtemps a déjà pris forme. Le déclic, c'est vraiment ça. C'est au mois de mai 2013, je suis devant ma télé et diffusé dans l'émission Capital d'M6 un reportage sur l'essor du burger gourmet. Je me dis mais c'est pas possible. C'était mon idée. Je me suis presque senti volé, alors que cette idée je l'avais que au fond de ma tête et pas ailleurs. Et j'ai décidé sur un coup de sang de tout plaquer, de sauter le pas et de me lancer dans cette aventure. Alors quand j'y repense, des fois je me dis mais t'étais complètement fou. Alors j'avais pas d'enfant et dès le lendemain je donne ma démission à mon boss de l'époque, qui comprend évidemment pas du tout ce qui se passe puisque une semaine avant on parlait encore de la reconduction de mon contrat sur la saison suivante. Ouais. Tout ça s'est décidé très rapidement au mois de mai 2013 et mon premier restaurant je l'ai ouvert en octobre de la même année, donc il y a 10 ans maintenant. Là, on est dans le centre commercial de Lyon-Confluence. Donc là, on accède au dernier niveau. Il y a une vingtaine de restaurants, dont le nôtre. On y va ? Allez. Vas-y. Dans 13 minutes de sport. Salut tout le monde. Ça va ? Salut Ethan. La forme ? Ouais. Ça se passe bien ? Oui, très bien, oui. Ouais. Donc on est dans les cuisines du resto, c'est le coup de feu, donc ils sont à 3 à travailler. Donc un au dressage, donc qui est en train de préparer les burgers, ça c'est un burger tête de lard. On a Ethan aux frites et à la plancha, la cuisson des viandes et le pain. Ça donne envie là quand on les voit, non ? Ouais. Les burgers de papa, c'est quoi leur particularité ? Alors nous, on a 4 piliers à notre ADN. Le premier, c'est qu'on fait des frites maison. C'est-à-dire que tous les matins, on reçoit les pommes de terre brutes, on les transforme, on les découpe, on les lave, on les pré-cuit et ensuite on les cuit. On hache la viande tous les jours sur place. Donc on reçoit pareil de la viande à hacher. Le pain vient de chez un boulanger qui est à côté de Lyon, qui nous fournit tous les matins du pain frais. Et puis on propose aussi toute une gamme de boissons, dont des bières qu'on appelle les binous de papa, qu'on fait brasser par un brasseur avec des recettes propriétaires assez atypiques. Voilà les 4 piliers et les gros éléments qui nous différencient évidemment de toutes les chaînes de burgers plus fast-food telles qu'on les connaît, quoi. Il y a plus de bagues. Sur place.
Et là, à cette époque, en 2013, je comprends que c'est le bon, ce que les Anglais appellent le bon time to market. C'est le moment d'y aller. La fenêtre de tir est ouverte. Les Français sont prêts à aller vers ce produit, ce burger premium avec des bons fromages français et de la bonne viande. Comment ton entourage, comment tes proches appréhendent ce changement de vie ? Alors l'impulsivité, c'est un trait de caractère que j'essaye de gommer maintenant depuis des années, parce que quand on manage des gens à mon échelle, il faut savoir des fois un peu se tempérer, mais à l'époque ça m'a bien servi d'être impulsif finalement. Cette impulsivité, elle a été assez mal vécue par mon entourage, à commencer par ma compagne, puisque elle me disait mais si tu veux te lancer là-dedans, il faut à minima que tu fasses des stages, que tu t'imprègnes vraiment de ce milieu, tu n'as jamais mis tes pieds dans une cuisine professionnelle. Elle avait raison, mais moi j'ai continué à foncer tête baissée en me disant écoute, ça m'a pas l'air très complexe sur le papier, faire des burgers, j'en fais régulièrement à la maison. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on en fait chez soi pour quelques copains qu'on sait tenir un restaurant, mais je me suis vraiment lancé comme ça tête baissée. Alors mes parents, eux, ils étaient effrayés quoi, à l'idée que je perde tout, l'entrepreneuriat, alors qui plus est pour mon père qui est cégétiste, communiste. Alors je vous raconte pas ce que j'ai entendu moi pendant toute ma jeunesse sur ces salauds de patrons, se dire que son fils allait devenir patron du jour au lendemain. Ça a été très compliqué à vivre pour lui. Alors aujourd'hui, à demi-mot, il lui arrive de temps à autre de dire je suis quand même fier de toi, c'est bien, mais je pense que si demain je lui annonçais que je plaque tout pour aller dans la fonction publique, ce serait le plus heureux, et il me dirait mais t'as bien raison, ces salauds de patrons, c'est pas pour nous, on est des petites gens, voilà. T'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 31 ans, ouais. Alors les débuts ont été vraiment très laborieux, puisque une fois que je trouve le local, il faut décrocher un financement. Toutes les banques lyonnaises que je sollicite à l'époque veulent pas entendre parler du projet, tout simplement. J'y suis 6 refus. Monsieur Ecker, vous avez aucune expérience dans ce métier, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement fou. Et on trouve finalement un financement en Alsace. Région dont je suis originaire, donc c'est une banque alsacienne qui a financé mon premier restaurant lyonnais, ce qui est quand même un comble, avec le concours de mon frère qui m'avait aidé à mettre un petit peu d'apport au début dans ce projet et qui lui avait un bon contact auprès d'une banquière. Donc ça a démarré comme ça, déjà avec des grosses sueurs froides, parce que là on se dit je viens de donner ma démission, je viens de signer un compromis sur un local et aucune banque ne me suit, donc in fine on a quand même eu la chance d'avoir une banque qui nous suit. Je fais les travaux moi-même, parce que je suis un peu bricoleur, j'ai 2-3 potes qui m'aident, et j'ouvre mon premier restaurant donc le 25 octobre 2013, et là je découvre pour la première fois ce qui est une cuisine professionnelle, ce qu'on appelle le B2C, les clients, les doléances des clients. Et les 6 premiers mois, j'ai travaillé d'arrache-pied de 7h à 23h tous les jours en 7/7. Ça a été difficile pour ma compagne évidemment, mais voilà, je voulais vraiment me faire la main, je voulais connaître l'entreprise sur le bout des doigts, je voulais connaître mes clients sur le bout des doigts, et je savais que de toute façon ça se ferait qu'à la sueur du front, hein. On ne réussit pas en travaillant 35 heures par semaine en étant entrepreneur. J'en connais aucun qui a réussi à faire le parcours que j'ai en travaillant 35 heures par semaine. Je suis Laetitia, la compagne d'Yves. C'est un créatif, donc je l'ai observé au fil du temps, au fil des mois. Il prenait un stylo, il dessinait un logo, puis après il s'est mis à cuisiner pendant des heures à la recherche d'une recette de burger ou de cheesecake. Et le week-end, il invitait les amis, on testait, il nous demandait ce qu'on en pensait, ce qu'on aimerait améliorer, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui réfléchit très vite, qui sent les opportunités avec un esprit analytique très fort et un sens créatif. Donc pour le coup, ça a marché. Je suis extrêmement fière de lui. Et avant tout, c'était un jeu. Il a joué, il s'est amusé. Et je pense qu'il a en partie réussi. Et c'est quelqu'un de profondément humain. Il a su garder les pieds sur terre. Et ça, c'est assez important. Et il sait aussi que ça peut être éphémère, tout ça. Donc, il l'a bien en tête. Il l'a gardé en tête depuis le départ. Toi, à l'ouverture du restaurant, tu fais quoi ?
À l'ouverture du restaurant, je fais tout. C'est-à-dire que j'arrive le matin à 7h, je hache la viande, je coupe les légumes, je prépare les sauces maison et pendant le service, c'est moi qui suis à la plancha en train de retourner les steaks, de faire l'assemblage des burgers, des fois d'encaisser. Quand le service est fini, c'est moi qui récure le restaurant de la tête aux pieds et rebelote le soir jusqu'à plus soif. Et ça dure comme ça 6 mois en 7 sur 7, non-stop, non-stop, non-stop. Mais il y a quand même des choses à apprendre dans la restauration. Il y a quand même des normes, ne serait-ce que d'hygiène. Tu n'as pas du tout de diplôme de formation, de certificat là-dedans, toi. Il y a un truc qui est incroyable en France, c'est que pour devenir coiffeur, il faut à minima un brevet professionnel. Pour devenir restaurateur, il vous suffit de 2 jours de formation HACCP, donc c'est les normes d'hygiène en gros, 2 jours de formation. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Où on vous explique quoi ? On vous explique comment se laver les mains, on vous explique comment filmer de la marchandise avec du papier cellophane, comment imprimer des étiquettes de DLC, etc. C'est le genre de choses très basiques qu'on vous explique. Alors que la chaîne du froid, voilà, incroyable qu'aujourd'hui on puisse encore ouvrir des restaurants en France avec aussi peu de qualifications. Ce qui explique aussi autre chose, soit dit en passant, c'est que 50% des restaurants ne passent pas la 3e année d'exploitation, quoi. Avant la 3e année, les mecs sont au tapis, quoi. Plus pour des questions de comment maîtriser sa marge, comment maîtriser sa masse salariale, les indicateurs clés du business. Ce premier restaurant, il rencontre rapidement son public ? Il rencontre son public dès le premier jour, très étonnamment. J'explose les prévisions de vente dès le premier jour. Parce qu'à ce moment-là, il y a un engouement autour de ce produit, le burger premium. On est une des premières chaînes, une des premières enseignes lyonnaises à se spécialiser dans le burger et les frites maison. Donc toute la petite presse, les foodistas, etc. et compagnie se ruent dans notre resto. Ça prend très bien sur les réseaux sociaux parce que dès le départ, on travaille très fort à la communication et une communication décalée, pour pas dire corrosive, qui fait beaucoup parler d'elle. On lance, à l'époque où Donald Trump se lance dans la présidence des États-Unis, on lance un burger qui s'appelle le Trump. En hiver, on fait un burger qui s'appelle le Jean-Claude Duss. Voilà, on travaille toujours un petit peu sur des événements de l'année. Au moment de la Coupe du Monde de foot, on avait fait le Ribéry. Donc on travaille toujours des angles de communication très décalés pendant toute cette période. Et forcément, ça fait parler. Et ça donne une image assez positive et sympa de l'enseigne. Et puis arrive une équipe de télé de France 5 qui fait un reportage autour du burger gourmet qui s'appelle Burger sur le grill. C'est un reportage de 52 minutes qui est diffusé un dimanche soir dans lequel on est un peu dépeint comme les bons élèves de la classe. On a nos petits 10 minutes de gloire, nos petites 10 minutes à la fin de ce reportage où on encense la marque, notre savoir-faire, etc. Et dès le lendemain, le chiffre d'affaires est multiplié par 2, voire par 3 dans nos restaurants. Et les demandes affluent, demandes de franchise. Moi, à cette époque, j'ai absolument pas l'ambition de franchiser ce concept. Et je me dis que ce serait trop bête de louper le coche. Donc on signe très vite un premier franchisé à Versailles en 2015. Et puis le monde appelle le monde, on a de plus en plus de demandes à partir du moment où le réseau s'étoffe. Moi je continue à ouvrir des restaurants propres aussi, parce que dès la 2e année, je suis un peu grisé par le succès de ce premier restaurant et je me dis que Lyon est une grande ville où j'ai de la place pour certainement plus qu'un restaurant et qu'il faut aller prendre ce marché. Donc j'ouvre dès la 2e année un second restaurant. Et dans les mois qui suivent, je fais également la rencontre de Florian, qui sera mon associé pendant 9 ans, qui est issu d'un tout autre secteur que le secteur de la restauration, puisque lui travaillait en fusion-acquisition. Et lui propose d'aller lever des fonds pour les burgers de papa, pour essayer de passer la vitesse supérieure et de se développer en propre. Ce qu'il arrive à faire en même pas 3 mois. Donc, c'est-à-dire qu'en 2015, on lève quelque chose comme 900 000 euros auprès d'un fonds d'investissement qui nous permet d'ouvrir l'année 2016 4 nouveaux restaurants en filiale. Donc là, on franchit un cap très très important et surtout très très difficile à gérer.
Et moi, à ce moment-là, j'ai 3 restaurants en filiale qui m'appartiennent, j'ai un restaurant en franchise et je passe toujours et encore mon temps dans les restaurants à tourner les steaks sur la plancha, à faire un petit peu de com l'après-midi entre 2 services et puis le soir après les services à faire un petit peu de compta, à encaisser, à faire mes caisses, à déposer l'argent en banque, etc. Et c'est mon associé qui me dit stop, maintenant tu vas prendre un bureau, tu vas travailler depuis un bureau, tu vas faire ce que tu sais faire, à savoir développer la marque, faire de la communication, on va chercher ensemble des franchisés, tu vas t'intéresser à toute cette partie travaux qui m'intéresse beaucoup, cette partie bureau d'études, créer les restaurants, les embellir, les aménager, etc. Ce qui fait vraiment partie de mes compétences. Et il me dit ta compétence, c'est pas de retourner les steaks sur la plancha, quoi. Et donc là, je me dis bon, ok, je suis en train de devenir un patron. Beaucoup de choses qui se mêlent dans ma tête à ce moment-là, certainement liées aussi à mon histoire, le contexte familial, etc. Et c'est un step qui a été difficile à franchir pour moi, quoi, de devenir patron comme ça aussi rapidement, de se dire bon, ok, je vais prendre de la distance avec mes salariés parce que je suis pas tous les jours maintenant sur le terrain avec eux. Eux aussi vont prendre leur distance avec moi. J'ai eu beaucoup de mal avec ce syndrome du c'était mieux avant. Oh, avant t'étais dans les restos tous les jours, maintenant on te voit moins, t'as pris de la hauteur. Ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ces jugements qui venaient de la part de mes salariés, qui m'étaient les plus fidèles. Mais ça a été une étape évidemment obligatoire, sans quoi on grossit pas, quoi, et on s'émancipe pas. Mais humainement, ça a été un vrai conflit pour moi. Ouais. Et la gestion de croissance, quand vous êtes un pur autodidacte comme moi, je peux vous dire que vous en bavez tous les jours. Vous apprenez tous les jours beaucoup de vos erreurs, parce que ça c'est capital, et vous avez surtout intérêt à bien vous faire entourer, à déléguer et à écouter les conseils de ceux qui sont déjà passés par toutes ces phases, donc des gens qui ont bossé dans des grandes chaînes, et d'ailleurs 10 ans après c'est toujours et encore ce que je fais. J'ai des salariés qui ont eu des gros postes et chez McDo, et chez KFC, et chez Five Guys par exemple. Je suis toujours allé chercher de la compétence ailleurs. La limite que ça, c'est que ils sont plus compétents que moi sur la plupart des pans du métier, quoi. Donc il faut savoir déléguer avec confiance. Et au milieu de tous mes défauts, j'ai quand même, je pense, cette grande qualité, c'est que j'ai un peu le don d'écoute. J'écoute beaucoup. Je m'imprègne, j'essaie de prendre les meilleures informations auprès des autres. Et ça m'a été plutôt salvateur durant mes 10 années d'entrepreneuriat maintenant. Et je dis souvent, moi, à mes cadres, que au milieu de tout ce petit monde, ce codir, etc., moi je suis que le chef d'orchestre. Je suis là pour leur apprendre à jouer la même partition tous ensemble. Je ne sais ni jouer du tuba, du violon ou du tambour. Par contre, moi mon métier, c'est de leur faire jouer la même partition ensemble et surtout de les tirer vers le haut, de leur apprendre à prendre de la hauteur et de surplomber des fois un petit peu leur travail pour essayer de se décharger aussi des basses tâches et de réussir à mieux encadrer les personnes qui travaillent sous leurs ordres. À partir du moment où je change de dimension, je change aussi un petit peu d'horaire de travail. En 2015, je suis papa pour la première fois. Je veux passer du temps avec ma fille, avec ma compagne. Pour moi, ça devient plus important que le travail. Je m'en suis jamais caché. La vie de famille passe pour moi toujours et encore avant le boulot. Alors, de temps à autre, ça en fait tiquer certains en disant pour qui il se prend, il est patron, c'est son entreprise qui devrait être prépondérante sur tout le reste. Moi, absolument pas. Donc, la chance que j'ai à ce moment-là, c'est que du coup, je me retrouve avec des horaires plus en adéquation avec ma vie de famille, quoi. Je travaille plus le soir. Tous les soirs, je suis à la maison. Je me fixe comme obligation d'être à minima tous les matins avec ma compagne et ma fille pour prendre le petit déjeuner et tous les soirs manger avec eux. Et je travaille aussi tous les soirs. En général, quand les enfants sont couchés, il y a bien 2 ou 3 soirs par semaine où je rouvre l'ordinateur, je travaille. J'aime bien aussi travailler le soir parce que j'ai toujours été un vrai noctambule. Moi, je suis pas trop du matin. Donc, c'est un moment que j'adore, moi, le soir. Travailler tout seul, presque dans le noir, à la maison, c'est là où je suis le plus efficace. Donc ouais, je change de dimension, mais pour mon bien, pour le bien de la famille, et avant tout aussi pour le bien de la société.
Aujourd'hui, les burgers de papa, c'est 30 restaurants en France. C'est un écosystème, si je comptabilise les salariés des franchisés et les miens, d'un peu plus de 400 salariés. Et moi, je détiens 6 restaurants en filiale, donc des restaurants que je pilote et qui comptent en tout et pour tout 70 salariés. Et entre les fonctions support au siège et les quelques autres sociétés également que je gère, on doit être en tout et pour tout une centaine. Ouais, de salariés dont je fais les fiches de paye tous les mois. C'est plus classique. Vous connaissez un petit peu ça la va marque pas. ou pas du tout? C'est bien ça, c'est classique. Très bien, oui, on connaît très bien. Oui. Emporté aussi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors ça fait un petit peu plus d'1 an, je suis arrivée en mai 2022. On est toujours dans le développement du concept, donc c'est très intéressant par rapport à la restauration rapide comme on la connaît. Et puis on a fait aussi beaucoup de développement de jeunes personnes, les étudiants, tout ça, c'est super intéressant, moi j'adore. Être sur la formation. Exactement. Yves, votre patron, vous connaissez un peu son histoire, son parcours? Alors je sais qu'il était dans la radio, et du jour au lendemain il me semble qu'il est parti dans le burger gourmet. Quel regard vous portez sur quelqu'un qui n'a pas fait du tout d'études ou qui n'a aucune spécialisation en termes de certificat dans la restauration et qui se lance là-dedans, qui se trouve à la tête Je d'une trouve ça courageux. J'ai moi-même pas fait d'études, donc j'arrive à me rendre compte de l'ampleur de la chose quand on vient d'un milieu qui est tout à fait externe. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. Je trouve ça un peu terrifiant. Je pense qu'au début ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais aujourd'hui, quand on voit l'empire que c'est en train de devenir, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. C'est une belle histoire. Pas de sauce pour nos frites? Non, merci. Eh ben, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire juste le boîtier. Même moi, je me pince tous les jours en me disant mais est-ce que c'est bien ma vie tout ça? Quand j'y pense rarement quand même, mais de me dire j'ai 100 salariés. Ça en fait quand même un petit paquet. Faut pas trop y penser parce que franchement, on peut un peu perdre pied ou prendre peur tout simplement. Mais c'est vrai que ça représente énormément de monde et jamais je me serais imaginé, étant petit, administrer un jour autant de personnes. C'est pas un plaisir tous les jours, vraiment, mais c'est quand même une réelle fierté, quoi, de se dire que aujourd'hui, cette entreprise fait vivre un certain nombre de salariés. Ça, c'est vraiment très gratifiant. Là où je trouve beaucoup de sens, c'est que même si on reste dans un métier avec une structure de management très pyramidale, elle a quand même une vraie dimension humaine et je pense que n'importe quel salarié sait que mon oreille lui sera toujours tendue pour évoquer le moindre problème. J'ai trop vu, moi, à la maison, mon père souffrir pendant 40 ans parce que son N+1 n'était pas à son écoute, parce que les combats qu'il menait avec la CGT aboutaient finalement très très peu. Et cette impression qu'il avait en permanence d'être tout simplement méprisé par la chaîne de management, ça je crois qu'il l'a très très mal vécu et je vivrais très très mal qu'un salarié chez moi s'estime méprisé par sa hiérarchie et qui plus est par moi. Donc un salarié même au bas de l'échelle chez moi sait qu'il pourra toujours décrocher son téléphone pour me parler d'un problème qu'il pourrait avoir avec un collègue, avec un N+1 ou quoi que ce soit, et que j'essaierai dans la mesure de ce que je peux faire de trouver une solution à ça. J'ai été sollicité au cours de l'été 2021 pour tourner l'émission Patron Incognito pour M6. J'ai simplement été contacté par le producteur de l'émission qui, par ricochet, avait eu mon contact. J'ai tout de suite vu un effet d'aubaine et pour la marque et pour moi, et puis aussi ça m'amusait tout simplement. Donc l'émission Patron Incognito, alors c'est vrai que lorsqu'on la regarde, ça reste un show télévisé d'1h30 où finalement entre les ambitions de la production et mes ambitions à moi, il y a quelques divergences de point de vue. Moi je suis là pour donner une bonne image de ma boîte et eux sont là pour essayer d'en trouver les moins bons côtés, essayer de les mettre en lumière. Donc c'est pas évident à traiter comme sujet, mais nous ça nous a fait énormément de bien, enfin moi en tout cas, de retourner sur le terrain parce que
C'est vrai qu'aujourd'hui, en allant dans n'importe lequel de mes restaurants, il suffit que lorsque j'arrive, on cache un petit peu la poussière sous le tapis, on ne me dise pas tout, quand il y a un problème, on essaye un petit peu d'enjoliver les choses, etc. Alors que là, on se retrouve dans la peau d'un salarié classique qui vient travailler dans un restaurant, qui est en prise directe avec tous ses collègues, avec finalement le même niveau d'interaction que ce qu'on peut avoir entre collègues de travail. Donc les langues se délient beaucoup plus facilement. Et puis surtout, on va pas se mentir, repasser comme ça des journées entières dans les restaurants à tourner des steaks sur la plancha, à préparer des sauces, à préparer des frites, à recevoir les clients, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Donc ça permet un petit peu de redescendre de son nuage et surtout de remettre les mains dans le cambouis et de voir ce qui dérape. Nous, à l'issue de cette émission, on a mis beaucoup de choses en place. On a entre autres fait un programme qui s'appelle Retour aux fondamentaux en 4 vidéos à destination de l'ensemble des salariés et des franchisés de la marque. Tout ça, c'était pas mal perdu. Du moins, c'est ce que j'en avais constaté dans l'expérience de Patron Incognito. Et je pense que si j'avais pas fait l'émission, je ne serais pas revenu à ces bases et à ces fondamentaux. Quel regard tu portes sur ta réussite professionnelle ? En ce moment, j'arrive plus à appeler ça une réussite professionnelle parce que depuis 2 ans, on est vraiment dans le dur. On a pris l'inflation de plein fouet dans la tronche, la baisse de pouvoir d'achat. Nous, on est vraiment au premier rang des effets de la crise qu'on est en train de traverser et c'est assez radical et très rapide. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français s'étiole. Nous, l'inflation, on a dû, dans une certaine mesure, l'impacter sur nos prix de vente. Donc, on a dû augmenter nos prix. Sans pour autant améliorer ou bonifier notre offre. Malheureusement, on a dû tout simplement rééquilibrer un modèle financier pour que ça continue à fonctionner. À cause de la hausse du prix des matières premières. À cause de la hausse du prix des matières premières, l'huile de friture pour faire les frites. On a tous entendu ce qui s'est passé dans le port de Mariupol où du jour au lendemain on a découvert que toute l'huile d'Europe était visiblement en quarantaine en Ukraine. Mais enfin bref, donc on a pris tout ça de plein fouet et on a fermé beaucoup de restaurants depuis le début de cette année 2023 en particulier. Et là, pour le coup, les chiffres sont vertigineux parce qu'aujourd'hui, on a 30 restaurants dans le parc, mais on en avait encore 48 au 1er janvier. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Donc aujourd'hui, je baigne pas dans la réussite, de loin pas. On est plutôt vraiment dans le dur. Aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, je le retrouve à nouveau depuis quelques mois parce que je me dis qu'un chef d'entreprise doit aussi être fort dans les moments où ça va mal. Et c'est surtout là où il faut savoir se réinventer, continuer à être très positif auprès de ses équipes, etc. Donc il faut réussir à concilier tout ça, retrouver de la croissance, réussir à emmener ses équipes vers du positif en croyant en son projet. J'ai eu pendant longtemps l'impression que j'étais très bien entouré avec les cadres avec lesquels je travaille, avec mes salariés, etc. La réalité, c'est que depuis que le contexte est plus difficile, je me sens de plus en plus esseulé. Mais en fait, quand une entreprise commence un petit peu à battre de l'aile, tout le monde s'estime un peu plus légitime que le patron pour donner son avis sur absolument tous les sujets. Donc ça crée des tensions entre le patron et ses cadres, ça crée des tensions entre cadres et s'installe tout doucement la solitude. Il y avait cette phrase de Chirac qui est tellement vraie, qui disait « un chef est fait pour cheffer ». Donc le chef, il est là pour trancher, pour à un moment donné mettre fin au débat, pour imposer son point de vue, après avoir évidemment consulté tout le monde. Et je trouve qu'en ce moment, c'est très difficile à faire auprès de mes équipes. Ça me ramène du coup à beaucoup de solitude, malheureusement, effectivement, parce que j'ai l'impression de devoir prendre des décisions des fois difficiles et fortes, tout seul. Tout simplement tout seul et qui seront contestés, pas toujours de la meilleure des manières, souvent de manière un peu déguisée, pas très directe, pas très franche, ce qui est souvent embêtant. Mais tout seul, je le découvre depuis maintenant 2 ans, parce que la solitude du dirigeant, elle finit toujours par vous rattraper. Et tous les dirigeants vous le diront. À la fin des fins, on est tout seul à prendre les décisions, quoi.
Et s'il m'arrive des fois, des jours où toutes les mauvaises nouvelles s'enchaînent, ça a été le cas par exemple hier, je ne m'interdis pas de partir du bureau à 15h pour aller mettre les baskets et pour aller me vider la tête et aller courir 20 ou 30 km parce que je sais que le soir je réattaquerai et que j'aurais évacué déjà toutes ces mauvaises pensées et que je reviendrai un peu meilleur que ce que j'étais le matin même, quoi. Merci beaucoup, Yves. Merci. Bonne continuation à Yves Ecker. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.